Salam alaikum, bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la résolution numérique des équations différentielles ordinaires d'ordre 1. Plus précisément, on parlera de problèmes de Cauchy, où on a une équation différentielle. Donc les problèmes de Cauchy sont des problèmes de type. Donc on a une équation différentielle y' égale à f de ty de t définie sur un intervalle i égale à t0 plus grand T et une donnée initiale, c'est-à-dire la valeur de y à l'instant initial t0 égale à y0 donnée. Très bien. Donc on analyse, lorsqu'on a étudié ce genre de problème, on parlait de classe ou type d'équation, à savoir les équations à variables séparables, les équations homogènes, linéaires, les équations de Bernoulli et même de Riccati. Car une fois l'équation classée, on peut facilement calculer d'une façon analytique l'expression explicite de sa solution. Mais en réalité, beaucoup de phénomènes physiques peuvent être modélisés par des équations différentielles ordinaires qui n'appartiennent à aucune classe d'équations. Autrement dit, en pratique, la forme explicite de la solution ne peut être obtenue que dans quelques cas très particuliers. En certains cas, on ne peut exprimer la solution que sous forme implicite, et parfois on ne parvient même pas à la représenter ainsi. Et par conséquent, nous ne pouvons pas calculer la solution analytique exacte d'une telle équation. Et c'est là qu'interviennent les méthodes numériques dont l'objectif est de trouver des valeurs approchées de cette solution en un certain nombre de points Tn. La valeur exacte au point Tn y de Tn sera donc approchée par yn. Très bien. D'abord et avant d'introduire les différentes méthodes de résolution numérique, on doit s'assurer que ce problème, ou bien que le problème que l'on dispose, admet une solution unique. À cet effet, nous donnons un théorème très important, qui est le théorème de Cauchy-Lipschitz, qui assure l'existence et l'unicité de la solution en rajoutant quelques hypothèses sur la fonction f, en particulier qu'elle soit continue par rapport à ces deux variables et lipschitzienne par rapport à la deuxième variable y. Sachant qu'une fonction f allant de i croix r à valeur dans R est dite lipschitzienne par rapport à y uniformément en t s'il existe une constante k positive dépendant de f mais non de t, telle que quel que soit t dans i et quel que soit y1, y2, on a f de t y1 moins f de t y2 est inférieur ou égal à k fois y1 moins y2, où k est appelée constante de Lipschitz. Et le théorème de Cauchy-Lipschitz est donné donc par, donc si f est continu par rapport aux deux variables t et y, et si elle est lipschitzienne par rapport à y uniformément en t, alors le problème de Cauchy, y' égale à f de ty, muni de la condition initiale y de t0 égale à y0, admet une solution unique de classe C1. Ici, pour vérifier la lipschitziennité d'une fonction, on fait souvent recours au théorème des accroissements finis,
On considère l'exemple du problème de Cauchy suivant. Donc, ce problème P est donné par l'équation différentielle y' égale à exponentielle moins t cosinus ty sur l'intervalle 1, 2, plus la condition initiale y de 1 égale à y0 donnée. Et on va essayer de montrer que ce problème admet une solution unique, en se basant bien sûr sur le théorème de Cauchy-Lipschitz. Très bien. Donc, la fonction, dans ce cas, la fonction f de ty, elle est égale à exponentielle moins t cosinus ty. Donc, pour montrer que ce problème admet une solution unique, il suffit de montrer que f est continue par rapport à ces deux variables et lipschitzienne par rapport à y. Donc, la continuité ici, elle est évidente puisque f est une combinaison de fonctions continues sur R2. En particulier, donc, elle est continue sur l'intervalle 1, 2 croix R. Donc, ça, c'est pour la continuité. Donc, elle est continue sur 1, 2 croix R. Maintenant, le point le plus important, c'est le deuxième point. Donc, on doit montrer qu'elle est lipschitzienne par rapport à Y. Donc, pour cela, on commence par écrire f de ty1 moins f de ty2. Donc, on va essayer de développer ce terme. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à valeur absolue de... On peut faire sortir le exponentiel moins t en facteur commun. Donc, c'est exponentielle moins t fois cosinus ty1 moins cosinus ty2. Donc, maintenant, puisque la fonction cosinus ty est une fonction continue dérivable et sa dérivée est continue par rapport à y, puisqu'on va appliquer le théorème des accroissements finis par rapport à y. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale, donc, exponentielle moins t fois valeur absolue de la dérivée de cosinus ty évaluée en un point C entre y1 et y2. Donc, c'est moins t fois sinus tc avec c compris entre y1 et y2 fois y1 moins y2. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. Et on peut donc majorer exponentielle moins t, on peut la majorer par exponentielle moins 1, donc c'est la première valeur que peut prendre t, puisque c'est une fonction décroissante. Puis, valeur absolue, je vais encore détailler tout ça, donc c'est exponentielle moins t fois valeur absolue de t fois valeur absolue de sinus tc fois valeur absolue de y1 moins y2. Donc ça c'est égal. Donc, et cette quantité, elle est inférieure ou égale à quoi? Donc, exponentielle moins t est majorée par exponentielle moins 1, parce qu'on travaille ici sur l'intervalle 1, 2. Donc, c'est une fonction décroissante, donc elle atteint son maximum au premier point de l'intervalle 1, 2. Valeur absolue de t, on peut la majorer par le dernier point, bien la plus grande valeur que peut prendre t sur l'intervalle 1, 2, qui est 2, fois sinus tc, on peut la majorer par 1, fois y1 moins y2 en valeur absolue. Et on a donc montré que f de ty1 moins f de ty2 est inférieur ou égal à 2 fois exponentielle moins 1 fois y1
moins y2, et ce, quel que soit t dans l'intervalle 1, 2, et quel que soit y1, y2 dans R. Donc, on a montré que la fonction f est lipschitzienne par rapport à y, uniformément en t. Donc, puisqu'elle est continue par rapport à ces deux variables et lipschitzienne par rapport à y, on peut donc conclure que le problème P de cet exemple admet une solution unique. Solution unique. Et on supposera dans la suite du chapitre que les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz sont satisfaites. Et on passe maintenant à la résolution numérique des équations différentielles ordinaires d'ordre 1. Donc, de quelle manière on va essayer d'approcher la solution de l'équation différentielle? Donc, tout d'abord, en discrétisant l'intervalle de définition i, en n plus 1 point t0, t1, jusqu'à tn, et pour des raisons de simplicité, on va supposer que le pas de temps h est constant. Donc, on écrit donc tn égale à t0 plus n fois h, quel que soit n allant de 0 jusqu'à grand N, avec h, donc où h, c'est le pas de temps. Donc, c'est la longueur de l'intervalle t0, t0 plus t, sur le nombre de subdivisions grand N. Donc, on va essayer de calculer en chaque point Tn une valeur approchée de y de Tn. Donc, en chaque point Tn, on va calculer une valeur approchée de y de Tn, qui est notée yn à partir de yn-1, en commençant bien sûr par y1, puisque nous connaissons la valeur de y0, donc la donnée initiale. Donc, et ces schémas sont dits schémas à un pas. Donc, on calcule y1 à partir de y0, puis ensuite y2 à partir de y1 et ainsi de suite. Donc, voilà l'objectif. Maintenant, comment procéder? Donc, une façon d'obtenir une multitude de schémas numériques est d'intégrer l'équation différentielle sur l'intervalle Tn plus 1 pour obtenir donc l'intégrale de Tn jusqu'à Tn plus 1 de f de t, y de t dt est égal à quoi? Puisque y' est égal à f de t, y de t, donc l'intégrale de f de t, y de t entre tn et tn plus 1, ça va donner y de tn plus 1 moins y de tn. Ensuite, l'approche par les différentes méthodes d'intégration numérique ou bien les formules de quadrature pour l'approximation de cette intégrale conduit aux différents schémas numériques. Donc le premier schéma, c'est le schéma de l'heure explicite obtenu en appliquant la formule du rectangle à gauche. L'intégrale sera donc égale, donc l'intégrale de tn plus 1 de f de t, y de t dt sera donc approchée par h, qui est le pas de temps, fois f
de Tn yn. Donc c'est l'image du premier point de la subdivision ou bien du sous-intervalle sur lequel on a intégré la fonction f. Et ça donne donc yn plus 1, puisqu'ici l'intégrale est égale à y de Tn plus 1 moins y de Tn. Donc on aura yn plus 1 qui est l'approximation de y de Tn plus 1, moins yn, mais moi ici je vais écrire égal à yn plus h fois f de Tn yn. Et il s'agit donc du schéma d'Euler explicite ou progressif. Donc il s'agit d'un schéma explicite car il permet d'expliciter yn plus 1 en fonction de yn. Donc si on applique la formule du rectangle à droite, on obtient intégrale de Tn. Donc ça c'est le schéma d'Euler explicite. Voilà, donc on calcule y1 à partir de y0, puis ensuite y2 à partir de y1, et ainsi de suite. Maintenant, si on intègre, ou bien si on applique la méthode, ou bien la formule du rectangle à droite, donc intégrale de T1 jusqu'à Tn plus 1 de f de T, y de T dt, est approché par h fois f de Tn plus 1, yn plus 1, et donc yn plus 1 égale à yn plus h fois f de Tn plus 1, yn plus 1, et il s'agit dans ce cas de schéma d'Euler implicite ou rétrograde. Donc ça c'est le schéma d'Euler implicite. Ça c'est un schéma progressif. Et là c'est un schéma rétrograde. Très bien. Donc ensuite, en appliquant les différentes formules de quadrature vues dans le chapitre précédent, on obtient les différents schémas que vous trouverez en détail dans votre support de cours. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va définir des critères afin de comparer ces schémas et qui vont aussi nous aider ensuite à construire des schémas plus efficaces, à savoir les schémas de Runge-Kutta. Donc merci pour votre attention et à bientôt.